Bienvenue dans le podcast Migraphone. Dans ce podcast, nous explorons la diversité des migrations à partir de nos expériences migratoires. Je m'appelle Ekat et avec d'autres personnes migrantes, nous échangeons sur divers sujets en lien avec la migration. Nous rencontrons aussi des militants et des militantes, des chercheurs et des chercheuses travaillant sur la question. Dans cette deuxième partie de l'épisode, consacrée aux droits des étrangers, vous allez entendre la suite de nos échanges avec Danielle Louchak, juriste et militante pour les droits fondamentaux. Mais d'abord, nous accueillons une nouvelle invitée, Diana, qui va nous parler de son départ de l'Ukraine en 2015 et de sa demande d'asile en France. Avec elle, nous échangeons sur les restrictions des droits sociaux, économiques et politiques auxquels nous avons dû faire face en tant qu'étrangères en France. Je vais préciser que l'entretien avec Diana a été enregistré en novembre 2021, quelques mois avant le début de l'offensive russe en Ukraine. Aujourd'hui, dans notre podcast, on rencontre Diana, qui est une amie qu'on se connaît déjà depuis quelques années. Oui, bien 6 ans déjà. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça fait un moment du coup. Quand même, ouais. Alors Diana, est-ce que tu veux te présenter rapidement ? Alors, bonjour, je m'appelle Diana, j'ai 24 ans, je suis étudiante et je suis en France depuis avril 2015. Donc, comme vous avez pu comprendre, je suis étrangère en France. Donc, j'ai émigré avec mon père et je viens d'Ukraine, d'une ville qui est tout à l'est d'Ukraine, collée à la Russie, s'appelle Lugansk. Est-ce que tu veux bien me parler de ta migration, du contexte, de son contexte ? Comment vous avez fait pour partir de votre pays ? Comment tu as fait pour arriver en France ? Et aussi, peut-être, quels obstacles tu as rencontrés ? Alors, je vais commencer par un petit point contexte historique. On est en février 2014, j'ai 16 ans, je suis en terminale, voilà, je prépare mon bac. Mais bon, ça, c'est toute une autre histoire. Alors, février 2014, il y a la révolution ukrainienne, autrement appelée Maïdan, qui en fait prend une ampleur énorme et entraîne la destitution du président d'Ukraine. Et en fait, après cette destitution du président, il y a un parlement, un gouvernement pro-européen qui a été mis en place en Ukraine. Donc ça a entraîné beaucoup de manifestations anti-Maïdan, donc manifestations anti-gouvernement pro-européen, à l'est de l'Ukraine, mais aussi sur la presqu'île Crimée et à la capitale Kiev. Donc la Crimée, peut-être vous le savez, mais cette presqu'île a été rattachée à la Russie suite à ces événements. Et les manifs pro-européens ont pris une ampleur énorme et sont transformés en conflit militaire qui, à son tour, s'est transformé en guerre civile. Alors ma famille s'est retrouvée au cœur du conflit militaire parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma famille habitait dans une ville tout à l'est d'Ukraine, collée à la Russie. Et cette région s'appelle Donbass, une région qui était au cœur et qui est aujourd'hui d'ailleurs au cœur du conflit militaire avec la Russie. Et donc ma famille se retrouve en plein milieu des bombardements, des tirs et de la destruction de la ville en fait. On prend la décision de quitter la ville en urgence car le danger est très très grand. C'était très très difficile de quitter la ville car à cause des bombardements et des actions militaires en ville, il y avait un couvre-feu qui a été mis en place. Ma famille a dû s'organiser pour me faire quitter la ville. D'abord, moi toute seule, je l'ai quittée. Dans un train, la nuit, voilà, c'était très compliqué. Mais j'ai réussi à quitter la ville et de me déplacer à Kharkov, une ville à l'est de l'Ukraine, mais qui n'a pas été touchée par le conflit militaire. Quand j'étais à Kharkov, j'étais en sécurité. Je pensais que j'étais en sécurité. J'arrive à Kharkov, oui, il n'y a pas de conflit militaire, mais il y a une haine énorme contre les gens qui viennent de Donbass, parce que on nous traite, on croit que c'est à cause de nous qu'il y a la guerre, qu'on est des séparatistes, et que c'est à cause de nous que le pays est en guerre. Donc ça a vraiment divisé le pays, la population. Oui, exactement. Bon, moi, je
je pouvais pas expliquer à tout le monde que moi, je suis premièrement la victime du conflit militaire et pas une séparatiste, et voilà. Donc c'était très compliqué, très très dur de subir ce genre de discrimination en fait. Ma famille a décidé de m'envoyer en France. Je dis bien m'envoyer moi parce que y a pas toute ma famille qui a pu se déplacer. Du coup, le fait que moi je me déplace, c'était une priorité parce que j'avais pas beaucoup d'avenir en Ukraine et je voulais continuer mes études, avoir une vie sans peur, sans discrimination et sans précarité. Donc voilà, ma famille a pris décision que ça serait mieux pour moi de changer de pays. Voilà, et ça serait surtout voilà, une question de sécurité et de bien-être aussi quand même, mental et physique. Pour quitter le pays, c'était pas facile parce que en Ukraine, pour avoir un passeport de voyage, voilà, dans un contexte de guerre, c'est très compliqué. Déjà, sans guerre, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et là, le pays, il est dans un conflit militaire, donc ça prend encore plus de temps. Et c'était un peu stressant pour moi parce que l'enjeu était de me faire quitter le pays, d'arriver en France le plus rapidement possible, parce que j'allais avoir 18 ans. Et on s'est dit avec ma famille qu'il faut que j'arrive en France en étant mineure, parce que c'est pas les mêmes conditions et pas les mêmes droits en fait. Donc on se dépêchait pour avoir le passeport de voyage ukrainien pour que je puisse quitter le pays et arriver en France en étant mineure. Parce que la France nous traite pas pareil. Quand vous arrivez en France et vous êtes majeur, c'est pas pareil que quand vous êtes mineur. J'ai eu mon passeport ukrainien et donc il y a eu toute une question de la préparation de ce voyage. Je m'en suis pas beaucoup occupée, c'était ma mère qui s'en est chargée. Ça a coûté très très cher. Ma mère, elle a dû dépenser beaucoup d'argent pour que je puisse immigrer en France. Et on a dû contacter des gens qui savaient comment faire en fait, qui ont pu nous aider. Et vous avez dû demander un visa, quelque chose comme ça ? Oui, exactement. On a dû demander un visa touristique de courte durée. Et aussi, pour que ça soit, crédible, ce déplacement, on a réservé des places à l'hôtel, on a fait genre en voyage, c'était juste un voyage en France, voilà. Parce que, comme il y avait un conflit militaire, l'Union européenne était très très prudente par rapport aux gens qui viennent d'Ukraine, donc fallait pas montrer qu'on est en train de fuir le pays en fait. Voilà. Elle craignait d'être envahie par les nouveaux réfugiés. Ah oui, quand même. Il y a de quoi avoir peur. Très dangereux. Très très dangereux. Et donc vous avez quand même pu l'obtenir ce visa touristique. Oui, malgré tout. Malgré cette méfiance. Oui, on a pu l'avoir. Et donc, une fois arrivé en France, comment vous avez fait ? Comment vous avez procédé pour pouvoir y rester ? Et qu'est-ce que cela a impliqué ? Alors, une fois arrivé en France, nous sommes rendus à Forum Réfugiés. Donc, Forum Réfugiés, c'est une structure qui en fait, c'est le premier accueil des réfugiés, voilà. Généralement, quand on arrive en France, si on se fait pas arrêter par la police, on va à Forum Réfugiés. On est orienté vers Forum Réfugiés. On a entamé plusieurs démarches administratives, notamment les rendez-vous à la préfecture pour obtenir un récépissé de 6 mois. C'est le premier récépissé. Voilà, le premier document que vous avez en arrivant en France, généralement, en tant que réfugié. Ensuite, on a été logé dans un centre de transit. C'est un centre comme une résidence pour des gens qui sont demandeurs d'asile. Et ensuite, on a été relogé à CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile, et j'ai vécu 2 ans. Donc c'est des centres d'hébergement. Exactement, oui, pour les demandeurs d'asile. Comme j'ai déjà dit, mon premier document, c'était un récépissé de 6 mois, interdisant de travailler en France. C'est écrit noir sur blanc, voilà, on ne peut pas travailler en France. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, d'ailleurs. C'est très important. Ensuite, quand on est demandeur d'asile, on doit passer par l'OFPRA. Est-ce que je saurais vous dire ce que c'est l'OFPRA, Office français de protection de réfugiés
Voilà, le dernier mot, des apatrides. Apatrides, voilà. Ouais, Je crois que c'est ça, ouais. Donc, on passe un entretien à l'OFPRA et selon la décision, voilà, on a soit statut de réfugié, soit statut de protection subsidiaire, soit rien du tout. Moi, j'ai eu la décision d'OFPRA, c'est attribution de protection subsidiaire et donc titre de séjour d'une durée de 2 ans et la permission de travailler qui va avec. D'accord, donc vous n'avez pas obtenu le statut de réfugié, non. Mais donc un statut de protection nationale, donc c'est pas la protection internationale, mais une protection qui offre peut-être pas aussi les mêmes droits, notamment je pense au titre de séjour. Je crois que pour les réfugiés, c'est un titre de séjour de 10 ans. Exactement, c'est un titre de séjour de 10 ans et ça se joue par rapport au danger dans ton pays en fait. Du coup, moi, ils ont considéré que le conflit va se résoudre rapidement et que je vais pouvoir retourner en Ukraine. Donc ça fait 6 ans que je suis en France. Hein. Donc, et où ça n'est par rapport à ce conflit aux dernières nouvelles, l'armée russe est présente à la frontière. Donc, il y a toujours l'intervention militaire oui, voilà, russe. Mais j'ai toujours pas statut réfugié. C'est ça la distinction entre les deux en gros. La décision de l'OFPRA se joue à ça. Quand on a le statut de protection subsidiaire ou le statut de réfugié, on a automatiquement l'interdiction de retourner dans le pays qu'on vient de fuir en fait. Moi du coup c'est l'Ukraine. J'ai l'interdiction de retourner en Ukraine, j'ai l'interdiction de traverser la frontière avec l'Ukraine. Ce que je risque, c'est la perte de mon statut de protection subsidiaire et de tous les droits qui vont avec. Et en fait, le risque engendre une expulsation en fait. Quand on traverse la frontière avec le pays qu'on a fui, on devient automatiquement expulsable parce que ça voudrait dire qu'on refuse la protection ou le statut de réfugié et qu'on considère que si on peut retourner dans ce pays, que le risque il est pas si important que ça. D'accord, ah oui, donc c'est une restriction oui, quand même aussi. C'est très très strict, le risque il est très très grand. Pour voyager, ou comment tu fais? Alors, il faut un titre de voyage. Je dis bien titre de voyage, c'est pas un passeport, c'est les Français qui ont des passeports, nous on a un titre de voyage. Pour les protections subsidiaires, au début c'est un titre de voyage de 1 an. Alors, c'est très intéressant, moi je l'ai demandé en mars, il a mis 4 mois, non c'était le confinement, il a mis 6 mois à être préparé et quand je l'ai eu, il me restait pas beaucoup de temps avant la fin de... Avant l'expiration. Exactement. Ah ouais, sachant que 1 mois avant la fin de la date limite, on ne peut pas sortir du pays. Donc c'est pas 12 mois, si vous voulez, c'est 11 mois. Donc moi, je l'ai eu, il me restait 2-3 mois, du coup, il m'a servi à rien. Et j'ai dû redemander, repasser par la préfecture et repayer de l'argent pour avoir un autre titre de voyage de 3 ans cette fois-ci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le titre de voyage, c'est bien précisé noir sur blanc, tout pays sauf Ukraine. Voilà, donc l'interdiction de retourner dans le pays d'origine. D'accord. Merci bien pour toutes ces explications. Je pense qu'on pourrait enchaîner sur une discussion autour d'autres droits fondamentaux, tels que des droits sociaux, civiques, droits au travail, etc., qui sont d'ailleurs aussi souvent conditionnés par la nationalité, mais aussi par le statut de séjour. La question des inégalités des droits entre les nationaux et les étrangers est souvent méconnue des Français non migrants. Les gens, tout simplement, ne savent pas qu'il y ait des droits dont on ne peut pas bénéficier, et en plus qu'il y en a beaucoup. Des Français non migrants m'ont déjà dit « mais vous n'avez pas le droit de vote et c'est tout, non ? Après le reste, ça va ?» Ou encore quand je parlais des situations vécues où j'étais privée des droits auxquels ont accès les nationaux, je faisais face à de grands étonnements, tant la croyance en principe d'égalité et des droits est forte en France, alors qu'elle ne correspond pas à la réalité qu'on vit. Dans cette partie, on veut parler des inégalités des droits qu'on subit en tant qu'étrangers, souvent étrangers non européens, et ce sont des inégalités qui sont inscrites dans les lois. C'est ce que le défenseur des droits, dans son rapport
les droits fondamentaux des étrangers, publié en 2016, appelle les discriminations légales. Donc les discriminations légales, ce sont des situations dans lesquelles c'est la loi elle-même qui, sans raison légitime apparente, fixe des conditions ayant pour effet de rendre plus difficile, voire exclure l'accès des étrangers à certains droits pour lesquels le principe d'une égalité de traitement devrait, en principe, prévaloir. Dans cet échange, on va parler des situations, des inégalités que nous avons vécues personnellement, moi-même et Diana. Et on va être un peu chiante mais rigoureuse. On voit aussi des fois c'était des articles de loi parce que tellement des fois on m'a pas cru que effectivement ça existe. Donc on va être chiante, on va parler, on va citer des articles. Oui, voilà. Et c'est important aussi de connaître les lois parce qu'il y en a beaucoup et voilà, nous en tant qu'étrangers en France, on se rend compte qu'on connaît énormément et que les Français en fait ils n'en connaissent pas tant que nous parce que tout ce qui est le code des étrangers, voilà, il y a beaucoup de lois qui nous concernent et qui on est obligé de connaître parce que c'est notre situation qui nous oblige de les connaître. Donc oui, on va en citer pas mal. Est-ce qu'il y a déjà un truc par lequel tu veux commencer, Diana ? Alors, donc, en ce qui concerne les inégalités que j'ai vécues personnellement, je peux vous parler de la non-reconnaissance de mon diplôme. J'ai eu mon bac ukrainien en 2014, et donc quand je suis arrivée en France en 2015, je voulais continuer mes études et d'aller à la fac, sachant que en Ukraine, j'ai déjà validé ma première année à la fac. Donc, je me suis dit qu'en France, je vais continuer mes études. Par contre, j'ai très très vite compris que c'était quand même très très ambitieux de ma part de vouloir venir comme ça en France et de continuer mes études sans aucun souci. Parce qu'en fait, la procédure d'accès à l'enseignement supérieur, qui est déjà compliquée pour les Français, elle est encore plus compliquée pour les étrangers et les étrangères. Pour accéder à l'enseignement supérieur en France, il faut être titulaire du bac français ou bac européen, ou d'un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur européen. Moi, j'étais pas titulaire du bac français, j'ai donc dû me renseigner sur les possibilités existantes pour accéder aux études supérieures. Pour moi, la solution la plus évidente était de faire reconnaître mon bac ukrainien en France et d'aller à la fac. C'est vrai que ça paraît assez évident, ouais. T'as déjà un bac, ouais. C'est ça. Je voulais voir si c'est possible de faire reconnaître mon diplôme, mais voir si l'Union européenne, il accepte mon diplôme ukrainien. C'est une procédure qui permet de voir si votre diplôme, il correspond au cadre français des certifications, parce qu'il y a un cadre français des certifications, voilà, très très strict. Finalement, je ne l'ai pas fait cette procédure, elle est très très complexe, elle prend beaucoup de temps, et en fait, j'ai compris que mon bac ukrainien, il sera pas reconnu en France, et que, en fait, la possibilité la plus simple de continuer mes études, ça serait d'aller au lycée en France et d'avoir un bac français. Donc tout refaire. Oui, c'est ça, exactement. Tout refaire. T'as dû refaire 3 ans. Oui, c'est 3 ans d'études au lycée. Oui, j'ai donc dû refaire 3 ans de lycée. J'ai du coup 2 bacs. J'ai un bac ukrainien et un bac français. Et oui, j'ai eu mon bac français à l'année où j'allais avoir 21 ans en fait. Donc voilà, j'ai perdu 3 ans. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que la procédure de reconnaissance du diplôme, elle est très très coûteuse en termes de temps, en termes de financier même aussi. Et qu'est-ce que j'allais faire pendant que cette procédure elle était en cours en fait? Enfin, je pouvais pas faire mes études. Du coup, je me suis dit, je veux une solution rapide. Du coup, je vais aller au lycée quoi. On n'avait pas de choix. Et est-ce qu'il y avait d'autres possibilités pour accéder aux études supérieures plus rapidement sans forcément refaire le lycée? Alors, je sais qu'il existe la possibilité de demande d'admission préalable. Elle concerne les personnes qui ne possèdent pas de nationalité française, et donc ils n'ont pas de bac non plus, mais souhaitent faire leurs études en France et s'inscrire à la fac. Il est très important de noter que cette procédure, déjà, il n'y a pas tout le monde qui la connaît. Moi, personnellement, je ne savais pas que ce genre de choses existe
au moment où où je voulais continuer ma scolarité, j'étais pas au courant. C'est une procédure qui est très très coûteuse en termes de temps. Et elle nécessite un accompagnement administratif parce que, je souligne, quand on arrive en France et qu'on est étrangère, les démarches administratives ne sont pas évidentes. Donc, j'appuie bien sur ce point de accompagnement administratif, très important. Ça peut être une aide, des assistances sociales pour constituer le dossier, par exemple. Mais vous en été même pas là parce que t'as même pas eu l'information sur la possibilité Moi, de personnellement, non. Et aussi, cette demande, elle exige un test linguistique qui est payant, 73 € pour l'information. Et du coup, il exige un bon niveau de français. Hein. D'accord. Donc voilà, quand on arrive en France et qu'on souhaite poursuivre nos études et qu'on n'a pas de bac français, il y a beaucoup de procédures administratives à suivre si on a envie de faire reconnaître son diplôme, ou sinon on peut aller au lycée si on a l'âge. Moi, je suis arrivée, j'avais 17 ans. Et ce qui concerne mon père, parce que je suis arrivée avec mon père, lui, il avait pas 17 ans quand il est arrivé en France. Et il était déjà diplômé. Pour mon père, c'était beaucoup plus compliqué avec son diplôme médical, parce que pour exercer en France en tant que médecin, il faut avoir un diplôme reconnu par l'Union européenne. Les étrangers, les étrangères qui arrivent en France, en fait, leurs diplômes doivent satisfaire des conditions de certification. D'accord. Et en fait, les conditions sont très très strictes et le diplôme de mon père, il a jamais été reconnu. Donc il a fait des démarches de demande de reconnaissance. Oui, on a fait une traduction de son diplôme. On a envoyé une copie avec la traduction, avec une demande, mais non, en fait, le diplôme n'a pas été reconnu parce que il a été obtenu en dehors de l'Union européenne. D'accord. Et donc, où est-ce qu'il travaille maintenant ? Du coup, il s'est retrouvé sans diplôme, en fait, au final. Exactement. C'était comme si votre diplôme était annulé, en fait, parce qu'il vous permet pas d'exercer, de travailler en France. Et donc, mon père, les 4 premières années en France, il était au chômage. Ensuite, il a trouvé un travail, il a eu un contrat d'insertion, un CDD, un CDDI, voilà, CDD d'insertion, voilà, à mi-temps. C'est ce genre de contrat et c'est que pour des gens qui sont restés longtemps au chômage et qui souhaitent se réinsérer dans le milieu de travail. Et donc c'est quand même pas un boulot à son niveau, en fait, à son niveau académique, si on peut dire comme ça, parce que il a des compétences dans le domaine où malheureusement il ne peut pas exercer, et donc il a été poussé de rester au chômage et de aujourd'hui avoir un métier qui est pas le sien. Et qui ne correspond pas à sa qualification. Exactement, en fait, à son niveau d'études. C'est ça, c'est rien à voir. D'accord, ouais. C'est vrai que moi, j'ai été avantagée là-dessus, parce que moi, je suis venue aussi avec mon diplôme russe, donc en France. J'ai eu le bac, mais ensuite, j'ai fait une licence en Russie, et je suis venue en France avec ma licence, et je voulais m'inscrire à l'université. Et c'est vrai qu'il y a eu aucun problème au niveau de cette reconnaissance, parce que je crois que la Russie a dû passer des accords avec la France ou l'Union européenne. Je pense que entre les universités, il a dû avoir un accord. Donc là, pour le coup, j'étais vraiment bien avantagée. J'ai continué. Enfin, la seule chose que la licence en Russie, ça dure 4 ans. Donc j'ai fait 4 ans de licence en Russie, alors qu'ici en France, c'est 3 ans, et donc j'ai pu quand même m'inscrire à un master 1 sans problème. Du coup, tu étais étudiante en France. En fait, je sais que les étudiants et les étudiantes étrangères en France ont souvent des problèmes financiers parce que quand on arrive en France, les études coûtent cher, la vie coûte cher. Toi, comment t'as fait pour pouvoir vivre en France et faire tes études ? Est-ce que t'avais une bourse ou tu travaillais ? Concernant la bourse, c'est toute une chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui me demandaient, mais t'as pas la bourse, parce que ça leur paraissait étonnant que j'en avais pas le droit.
Et moi, c'était plutôt évident. Je répondais, je suis étrangère, qu'est-ce que vous voulez? Si on intègre cette privation des droits et on la trouve même normale. Donc maintenant, je trouve pas ça normal parce qu'effectivement, j'étais quand même dans les conditions économiques dans lesquelles je devrais pouvoir bénéficier de cette bourse si j'étais française. Mais donc effectivement, j'ai pas eu le droit à cette bourse, non pas du point de vue des critères sociaux, mais parce que je correspondais pas aux critères de nationalité et de séjour. Et d'ailleurs, ces conditions, parce que là on parle des bourses d'études sur critères sociaux, notamment bourse Crous. Il y a plusieurs conditions pour pouvoir en bénéficier, donc c'est des conditions d'âge, de diplôme, de ressources, mais il y a aussi les conditions de nationalité et de titre de séjour. Et tout ça, c'est inscrit dans l'article D 821-1 du Code de l'éducation. Toi aussi, d'ailleurs, il me semble, tu as eu toute une histoire avec la bourse d'études, la bourse sur critères sociaux. Oui. Une histoire très très intéressante. Tout un combat pour avoir une bourse. Si aujourd'hui, c'est possible que les réfugiés et les titulaires des titres de séjour de protection subsidiaire puissent avoir le même accès à la bourse étudiante, c'était pas le cas en 2017 parce que, en fait, moi, quand j'allais à la fac, c'était en 2018. C'était, avant juillet 2018 et c'était encore la circulaire de 2017 qui était en place pour régler, en fait, toutes ces conditions d'attribution de la bourse. J'ai fait cette demande parce que j'en avais besoin pour aller à la fac, pour financer ma vie, j'avais besoin de cette bourse. Et j'ai eu un refus. Donc j'étais très très étonnée, je comprenais pas comment ça se fait que moi, qui est sans aucune ressource, je peux avoir une réponse négative à ma demande de bourse. Voilà, c'était quand même un moment très très difficile pour moi parce que je me suis rendu compte que j'aurais pas de revenus. J'irais à la fac, mais j'aurais aucun revenu. Ils t'ont précisé pour quelle raison tu peux pas en bénéficier? Alors, non. Ils m'ont pas précisé de raison. C'est pour ça que j'ai dû aller voir un avocat pour voir comment ça se fait que j'ai pas de bourse et que on m'a refusé et comment je vais faire en fait. Donc j'ai vu un avocat, il m'a pas du tout aidé. Il n'avait pas de clé de réponse à ma question. J'ai dû donc m'adresser à Crous. J'ai contacté la médiatrice qui s'occupait des questions des demandes de bourse qui ont été rejetées. J'ai rédigé un gros mail, j'ai mis tous les documents, j'ai tout décrit ma situation. D'accord. Et elle m'a dit, en fait, la raison pour laquelle la bourse vous a été refusée, c'est le fait que vous avez pas le statut réfugié, mais votre statut c'est protection subsidiaire. D'accord. Ok. Donc j'ai commencé à me renseigner sur cette question et donc j'ai appris que c'est la circulaire de 2017 qui comprend le fait que en France c'est que des réfugiés qui peuvent avoir la bourse. Et les protections subsidiaires, non. Ils en ont été exclus. Oui, exactement, t'es exclu. Donc pour les étudiants de nationalité étrangère, la condition est d'avoir le statut de réfugié reconnu par OFPRA et pas le statut de protection subsidiaire, bien le statut de réfugié. Mais il y a aussi d'autres conditions, il me semble, on peut aussi... Oui, il n'y a pas que ça comme condition, il y en a d'autres. Il faut être domicilié en France depuis au moins 2 ans. Ce qui nécessite du coup, quand vous arrivez en France, vous voulez poursuivre vos études supérieures, la condition c'est de rester 2 ans en France. Donc vous vous débrouillez pendant ces 2 ans, je sais pas ce que vous faites. Et vous devez aussi attester d'un foyer fiscal de rattachement en France, ce qui implique que votre famille soit également réfugiée en France, ce qui n'est souvent pas le cas. Donc moi, la seule condition que je remplissais, c'est que ça faisait 2 ou 3 ans que j'étais en France, donc ça c'était bon. D'accord. Mais quand même, j'avais la protection subsidiaire et au niveau du foyer fiscal, j'étais pas rattachée à celui de mon père.
Voilà. Oui, donc tu rentrais pas ni dans la condition de réfugié, parce que tu avais la protection subsidiaire, et ni dans cette condition d'ancienneté de 2 ans en France. Conditions de rattachement au foyer fiscal. Voilà. D'accord, ouais. Voilà, donc j'étais très stressée par rapport à cette question, et j'ai pris un rendez-vous avec une assistante sociale à Crous, et elle m'a dit que il doit avoir une nouvelle circulaire qui doit sortir. Et pour l'instant, il faut que je l'attende. Donc, je suis ressortie mi-rassurée, je sais pas comment dire, mais je dis ok, là pour l'instant, je peux rien faire, et peut-être il y a une nouvelle circulaire qui va sortir. Donc, elle est sortie 1 mois en retard, en juillet 2018. J'imagine tu comptais les jours pour avoir les infos pour enfin être fixé. Est-ce que tu pourras faire tes études ou pas? Oui, quand même. Donc voilà, nouvelle circulaire sortie en 2018 juillet, voilà. Les étudiants étrangers, peu importe leur statut, protection subsidiaire ou réfugiés, peuvent bénéficier de la bourse sur critères sociaux. Voilà, donc ça a tout changé. J'ai pu en bénéficier. Donc finalement, tu as pu en bénéficier parce qu'il y a eu un changement. Mais donc c'est le ministère qui décide comme ça, par la voie de circulaire. Donc on accorde la bourse à telle ou telle catégorie ou pas, ça dépend de leur décision. Oui. D'accord, oui. ouais. Disons que j'ai eu de la chance parce que j'allais rentrer à la fac en 2018. Si j'allais le faire en 2017, car c'était encore la circulaire de 2017, là, ça aurait été beaucoup plus problématique pour moi, et je pense que ça m'aurait même empêché de m'inscrire à la fac parce que, quand même, si je n'ai pas de revenus, je vois pas comment je peux me concentrer sur mes études, en fait. Donc, voilà, c'était la sortie de cette nouvelle circulaire juillet 2018. C'était un changement décisif, voilà. Du coup, pour toi. Limite, en fait, ça aurait pu restreindre ton accès non seulement à la bourse d'études, mais aussi à l'éducation, en fait, à l'enseignement supérieur, indirectement. Exactement, oui. Alors moi aussi, je voudrais parler du service civique. C'était à la fin de mon master, à la fin de mes études en France, je voulais faire un service civique. Qu'est-ce qui est un service civique? C'est donc comme c'est décrit sur leur site officiel, c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap et accessible sans condition de diplôme. Donc je cite ce qui est marqué sur leur site. Quand je voulais faire le service civique, j'avais le titre de séjour étudiant. Et à l'époque, ce n'était pas possible de faire le service civique avec ce titre de séjour. C'est l'article L200-4 du Code de service national qui répertorie les titres de séjour qui autorisent à réaliser un service civique. Et ce n'est que qu'en 2017, avec la loi dite Égalité et Citoyenneté, que le titre de séjour étudiant a été rajouté sur la liste. Donc seulement à partir de 2017, les étudiants, enfin des personnes qui ont le titre de séjour étudiant et donc sont identifiées en tant qu'étrangers sous statut d'étudiant, peuvent faire les services civiques. Mais il faut savoir aussi que de nombreuses discriminations en fonction de nationalité et de type de titre de séjour demeurent encore, puisque la liste des titres de séjour reste toujours restrictive et n'évolue que peu à peu. Par exemple, les certificats de résidence algériens n'étaient pas visés par cet article jusqu'à l'été 2021. Donc il y a eu une loi en faveur de l'engagement associatif, qui a enfin permis aux jeunes Algériens de profiter de ce dispositif. Par ailleurs, c'était le défenseur des droits encore, qui, dans une de ses décisions rendues en 2020, qui préconise d'engager, je cite, d'engager une réforme législative afin que la liste limitative des titres de séjour dressée à l'article cité soit abandonnée au profit d'une formulation autorisant l'accès au service civique à tous les jeunes étrangers en situation régulière. Donc on voit bien que ça a l'air d'être bien complexe, l'accès au service civique, alors que c'est bien dit accès ouvert 16-25 ans. Mais on voit que pas si ouvert que ça. Pas si ouvert que ça, oui. Vous ont oublié quelques petites précisions. C'est ça. On voit bien que l'accès au service civique est très très limité et pas si ouvert que ça. Et en ce qui concerne le travail, c'est pas mieux. Le domaine de travail et de l'emploi est un domaine où les inégalités de droits sont particulièrement présentes.
Alors, Oh Hécat, que est-ce que oui. tu as beaucoup de choses à dire sur ce sujet? Là, oui. Il faut tout d'abord dire que tout étranger extra-européen doit détenir une autorisation de travail pour pouvoir exercer une activité salariée en France. Donc c'est quelque chose qui est inscrit à l'article R 5221-1 du Code du travail. Donc c'est un article qui ouvre tout un grand chapitre du Code du travail dédié à l'emploi des étrangers. Parce qu'il y a de nombreuses dispositions qui sont intégrées dans le Code du travail pour les étrangers. Donc pour cette autorisation de travail, il y a certains titres de séjour qui sont dispensés de l'autorisation de travail. Ils valent l'autorisation de travail, comme par exemple le titre de séjour vie privée et vie familiale. Donc un titre de séjour qu'on obtient lorsqu'on est marié, on est pacsé, voilà. Ou encore la carte de résident. Ou encore, par exemple, les étudiants sont autorisés à travailler ce qu'on appelle à titre accessoire, donc dans la limite de 60% de la durée annuelle de travail. Donc les étudiants peuvent travailler, par exemple, 7 mois à temps plein sur l'année, ou à peu près une vingtaine d'heures, donc à temps partiel sur une vingtaine d'heures durant toute l'année. Et si on veut travailler au-delà, il faut donc demander une autorisation de travail. Quand j'avais le titre de séjour étudiant, je travaillais et j'avais un job, voilà, donc tu me posais la question comment je faisais, donc j'avais pas le bourse, donc j'avais un job étudiant, un contrat, je faisais une quinzaine d'heures, donc il n'y avait pas besoin de demander cette autorisation de travail. Pareil, ensuite, quand j'ai continué avec un emploi qui était en lien avec la recherche, j'ai eu le titre de séjour passeport talent, mention chercheur. Ce titre de séjour, il m'autorisait aussi à travailler pour l'emploi pour lequel il m'a été donné. Mais ensuite, quand on m'a proposé un nouveau contrat et qui ne rentrait plus dans le cadre de la recherche, et que je devais demander un nouveau titre de séjour, le titre de séjour travailleur temporaire, j'ai été concernée enfin par cette démarche de demande d'autorisation de travail. C'est d'ailleurs à l'employeur de demander cette autorisation pour vous, pour l'emploi que vous allez occuper. C'est pas seulement juste une formalité. Il y a des conditions sous lesquelles on vous accorde cette autorisation de travail. Et dedans, il y a cette notion de l'opposabilité de la situation de l'emploi. Alors, donc, c'est quoi cette opposabilité? Parce que là, comme ça a l'air d'être très très complexe. C'est quoi ce terme? Alors, en gros, ils vont regarder, pour vous attribuer ou pas cette autorisation de travail, ils vont regarder quelle est la situation de l'emploi dans le bassin d'emploi où vous êtes, dans le métier pour lequel vous demandez cette autorisation. Et si la situation n'est pas bonne, donc s'il y a beaucoup de chômage, on peut vous refuser l'autorisation de travail. Donc comment ils regardent exactement ça, cette situation de l'emploi? Ça, c'est d'ailleurs l'article R 5221-20. Si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Oui, pourquoi pas. L'emploi pour lequel vous demandez l'autorisation de travail soit doit relever de la liste des métiers dits en tension. Donc un autre terme à expliquer. Tout est résumé dans ce monde, tension. Intention. Ça donne envie. Donc en gros, en fait, c'est des métiers où il n'y a pas trop de chômage, ou à l'inverse, en fait, on recrute, on cherche de la main-d'œuvre. Comme exemple, c'est le secteur du BTP, bâtiment travaux publics, la restauration, voilà, ces secteurs-là. Soit l'offre d'emploi pour qu'on vous donne cette autorisation de travail, si c'est pas les métiers en tension. Donc, il faut qu'il y ait une offre d'emploi qui soit publiée pendant un délai de 3 semaines. L'employeur, il va prouver aussi que cette offre d'emploi n'a pas été satisfaite par une autre candidature correspondante ou caractéristique du poste de travail proposé. Dans cette situation, dans ce dernier cas, vous passez après tous les autres candidats. On vous retient seulement s'il n'y a pas eu d'autres candidatures pertinentes sur ce poste, déjà présentes sur le marché de l'emploi. Il faut savoir que quand même ces informations sont contrôlées par les services de l'État. Avant, il fallait envoyer, lorsqu'on fait cette demande d'autorisation de travail, il fallait envoyer tous les justificatifs donc de l'offre d'emploi déposée, combien de candidatures, son numéro, combien de candidatures on a reçues. Donc il fallait envoyer ça à la DIRECT, donc la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Bienvenue dans notre monde, on n'a que de la joie avec tous ces termes et tous ces sigles. Donc avant c'était rattaché au ministère du Travail, mais maintenant c'est les préfectures, donc le ministère de l'Intérieur qui s'en charge. Avant de signer un contrat, vous devez absolument attendre la réception de cette autorisation de travail.
et ne pas vous engager avant, puisque sinon c'est considéré comme de l'emploi illégal. Et la réception de l'avis de la décision peut prendre jusqu'à 2 mois, voire plus si les services d'État vous demandent des renseignements supplémentaires. Et là, on parle de contrat, des candidatures, mais ça, c'est on s'apprête à recevoir cette autorisation du travail, on l'a déjà reçue. Mais par exemple, pour les demandeurs d'asile qui sont arrivés en France, le document qu'ils ont, c'est un récépissé et qui n'autorise pas de travailler en France. Donc, les demandeurs d'asile ne peuvent pas obtenir une autorisation de travail pendant les 6 premiers mois qui suivent l'enregistrement de la demande à l'OFPRA. C'est seulement après que vous pouvez demander une autorisation de travail. C'est pas que on vous autorise à travailler. Voilà. Mais sinon, oui, c'est au bout de 6 mois, on peut que demander l'autorisation. Comment fait-on quand on est demandeur d'asile pour vivre et en qu'on France, attend cette autorisation de travail? Ouais, c'est ça. Alors, pendant ce temps d'attente de la réponse d'OFPRA, on peut bénéficier d'une allocation de demande d'asile, ADA. Je précise que moi, j'en ai bénéficié avec mon père. C'est moins de 10 € par personne. Je crois que c'est 6 € et quelques par personne. Plus le foyer est grand, plus ça augmente. Je vais donner juste un exemple. Un foyer de 2 personnes, c'est à peu près 300 € par mois. Je peux en conclure que ça pousse à une situation précaire, en fait, parce que on arrive en France, on a envie de travailler, on peut travailler, on a des diplômes on a la capacité pour. On a un document qui nous interdit de travailler et qui nous oblige de rester dans enfermé dans cette cage sans autorisation de travail et avec un revenu clairement insuffisant pour avoir une vie confortable, en fait. Ouais, donc c'est 6 € et quelques pour une personne par jour. Ça. Ouais, c'est ça par jour. C'est vraiment, c'est carrément indigne, en fait. Oui. Ouais. Et là, je suis en train aussi regarder. Je crois que ce délai de 6 mois dont tu m'as parlé, en fait, maintenant, c'est même 9 mois. Donc, au bout de 9 mois, sans décision de l'OFPRA, que vous pouvez demander des autorisations de travail. Et seulement, c'est parce que on vous autorise directement à travailler. Vous pouvez seulement passer par tout le procédé dont je viens de parler. Donc, voilà. Ça a donc été rallongé. Voilà, ça aide pas, mais... Vous n'êtes pas directement autorisé à signer les contrats de travail. Vous êtes autorisé à demander les autorisations de travail pour lesquelles il faut remplir les conditions, une des 2 conditions que je viens de citer. Donc, c'est bien compliqué. Et du coup, cette demande d'autorisation de travail doit être justifiée par le retard de la réponse d'OFPRA. Donc, ça veut pas dire qu'on peut la demander à n'importe quel moment. C'est que quand la réponse d'OFPRA, elle prend plus de temps que prévu. Donc, voilà. Et du coup, toi et Kat, toute cette histoire d'autorisation de travail, comment tu t'en es sortie? C'était une procédure très, 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 très compliquée. Ça a pris énormément de temps, puisque je suis tombée aussi dans une mauvaise période où la procédure a changé. C'était en 2021. C'était une nouvelle procédure en ligne qui a été mise en place. Avant, c'était au guichet, et donc là, c'était sur une plateforme en ligne. Et puis aussi, mon employeur, il connaissait pas du tout les démarches. Alors donc, faut quand même dire que mon employeur, c'est quand même une entreprise assez importante en taille et qu'ils ont quand même un service RH qui est assez important aussi. Voilà, donc, mais c'est la fonction publique et donc ça montre bien que la fonction publique a pas l'habitude d'embaucher des étrangers, donc tout simplement, ils savaient pas comment faire. Et donc c'était énormément stressant d'attendre cette autorisation. J'ai vraiment passé des nuits blanches et des journées d'angoisse, puisque ça a pris aussi beaucoup plus de temps parce que j'ai dû attendre à peu près 4 mois pour déposer cette demande au guichet. Et lorsque je suis arrivée au guichet, on m'a dit que la procédure a changé, maintenant c'est en ligne. On a dû tout faire de nouveau, voilà. Donc, c'était énormément stressant, et puisque en fait, c'est avec cette autorisation de travail, c'est pas seulement la possibilité de travailler qui se jouait, mais c'était aussi la possibilité de mon séjour en France qui en dépendait. Donc, parce que si on me refusait cette autorisation de travail, je pouvais plus demander le titre de séjour travailleur temporaire.
Donc il y a beaucoup de choses qui se jouaient à cette autorisation de travail, carrément le fait que tu restes en France ou pas. C'est ça, donc, l'enjeu était quand même très important. Ouais, c'est ça. C'était pas seulement le travail, mais aussi le séjour en France, en fait, tout simplement. Donc c'était une période vraiment horrible. Et puis donc aussi à un moment enfant, je l'ai eu cette autorisation de travail, mais il faut savoir que pour chaque contrat de travail, il faut une autorisation de travail à part. Donc j'ai un autre petit emploi à côté, donc c'est des petites interventions que je fais, des formations. Et là c'était encore une autre histoire. J'ai dû vraiment me battre avec le service RH de cet employeur là pour qu'il me fasse cette demande. Donc ils voulaient pas le faire, ils étaient convaincus qu'il n'y en avait pas besoin. En fait à un moment ils m'ont dit mais ça va nous coûter en fait, et puisque effectivement en fait là c'est cerise sur le gâteau pour donner encore plus envie aux employeurs d'embaucher des étrangers. Donc l'employeur il va payer une taxe pour embaucher un étranger si la durée de contrat est supérieure à 3 mois, et donc il va aussi varier en fonction du salaire. Là, ça pousse quand même les employeurs aussi à embaucher les étrangers avec des petits contrats et les maintenir dans la précarité. La demande d'autorisation de travail pour l'autre emploi, je pense que j'ai mis 2 mois à échanger avec le service RH. J'ai dû vraiment demander des personnes de parler pour moi pour que le service fasse cette demande. C'était compliqué. Si l'employeur veut pas le faire, on peut rien faire en fait. Voilà, ça crée une espèce de discrimination aussi. Voilà. Et est-ce que tu as déjà essayé de passer les concours de la fonction publique ? C'est sûr, en fait, on me le demande souvent parce que je travaille dans la fonction publique territoriale, et donc effectivement, je voudrais bien, mais les concours de la fonction publique, je peux pas les passer puisqu'il y a pour les concours de la fonction publique, il y a une condition de nationalité. Il faut avoir la nationalité européenne. On peut quand même travailler en tant qu'étranger extra-européen dans la fonction publique, mais en tant que contractuel. Donc on n'est pas fonctionnaire. Et donc on a embauché par dérogation. Ce sont vraiment des dérogations. Je vais vous épargner, je ne veux pas citer les articles de loi, même si je suis trop tentée. Vous ne pouvez pas aussi, dans la fonction publique, vous ne pouvez pas être embauché en CDI directement. Il faut attendre 6 ans de travail au sein d'une collectivité pour être ce qu'on appelle CDIsable. Là, ça fait 4 ans et demi que j'enchaîne des contrats de durée différente. Courage, il ne reste que 2 ans. Ouais, c'est ça. CDIsable. Ah, mais j'attends. Quel mot charmant. C'est ça, je l'attends avec l'impatience. Voilà. Et même, en fait, quand je serai en CDI, ce ne sont pas les mêmes conditions, pas les mêmes avantages que pour les fonctionnaires. Donc, il y a aussi, par exemple, en termes d'avancement, on ne bénéficie pas des avancements et des augmentations de salaire automatiques comme les fonctionnaires. Et en ce qui concerne le chômage, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu peux toucher le chômage, ou comment faire pour toucher le chômage en France quand tu es étrangère ? Oui, aussi, parce que, comme je disais, j'ai pas de CDI, surtout aussi j'ai des contrats qui arrivent au fur et à mesure, et des fois j'ai vraiment pas de visibilité, est-ce que je serai renouvelée ou pas. Et avec d'ailleurs ce titre de séjour travailleur temporaire que j'ai eu récemment, je n'ai pas de possibilité de toucher le chômage. À la fin, mon CDD, par exemple, là mon CDD il se termine dans quelques mois. Et donc, c'est inscrit, cette restriction, elle est inscrite dans les lois aussi. C'est donc le Code du travail, article R 5221-45, qui dit que pour demander l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être en situation régulière, déjà, et doit être titulaire d'un des titres de séjour indiqués dans l'article suivant. Les personnes comme moi, qui ont le titre de séjour travailleur temporaire, peuvent bénéficier des droits au chômage à condition, donc je cite, que le contrat de travail conclu avec un employeur établi en France ait été rompu avant son terme du fait de l'employeur pour un motif qui lui est imputable ou en cas de force majeure. Ce qui n'est pas le cas si mon CDD s'arrête au jour où il va s'arrêter.
voilà, c'est un cas de force majeure, si jamais il y a un tsunami, voilà, je pourrais toucher le chômage, voilà. Alors que ça fait quand même beaucoup d'années que, voilà, donc chez le même employeur, je travaille depuis 4 ans et demi, j'ai travaillé aussi avant en tant qu'étudiante, et donc je cotise dans les caisses d'assurance chômage au même titre que toutes les autres personnes, mais je peux pas accéder à ce droit. Donc c'est un droit qui, pour toi, est inaccessible à cause de tes papiers, en fait. Totalement. Ton titre de séjour qui, voilà, t'enlève complètement l'accès à ton droit de base, qui est le droit au chômage. C'est ça. Si je change à un moment de titre de séjour, par exemple, si ça va être un titre de séjour vie privée familiale, je pourrais en bénéficier. Donc tout dépend du titre de séjour que je possède. Pour aller quand même un peu vers la fin de cet épisode, je vais préciser qu'on a parlé seulement des refus et des restrictions de droit que nous avons subis personnellement, toi et moi, Diana. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres restrictions qui existent. Par exemple, l'accès au RSA. Donc, il y a une condition d'ancienneté de séjour en France pour les étrangers. Ça. Oui, il y a aussi les frais d'inscription à l'université. C'est pas du tout les mêmes frais pour les étrangers que pour les Français. Et la différence, elle est quand même très, très importante. Ouais, c'est des montants beaucoup plus élevés. Oui, beaucoup plus élevés. Beaucoup plus élevés. Oui. Et puis aussi, on peut quand même citer le droit de vote aussi. Donc, pas le droit de vote ni le droit d'être élu. Donc, pour tout ce qui est les élections législatives et même municipales. Alors que d'ailleurs, c'est une revendication qui existe en France depuis les années 80. Donc, je pense à la marche contre le racisme et pour l'égalité. C'était une des demandes, le droit de vote. Alors que les citoyens européens ont le droit de vote pour les élections municipales, mais pas les étrangers extra-européens. Je pense aussi encore, par exemple, à ce qu'on appelle la double peine. Donc, ce sont des délits, enfin des crimes et aussi même des délits pour lesquels on peut être expulsé, pour lesquels le titre de séjour ne peut être retiré et pour lesquels on peut être expulsé ou interdit de séjour en France. Donc, c'est pour ça qu'on dit double peine. Donc, parce que en fait, on nous punit 2 fois, alors que en fait, en droit français, il y a un principe qui dit qu'on peut pas être puni 2 fois pour un même délit, une même infraction ou un crime. Et donc toutes ces restrictions, donc on n'en a même pas parlé vraiment d'un véritable déni des droits dans lequel se retrouvent les personnes en situation irrégulière, ce qu'on les appelle les sans-papiers. Donc là, c'est carrément toute une autre situation complètement différente. Et aussi, je veux préciser que on a cité seulement les cas de discrimination légale, donc les discriminations qui sont inscrites dans les lois, mais il existe aussi d'autres cas de discrimination, donc à proprement parler, donc discrimination illégale, puisqu'en fait normalement la discrimination à la nationalité est illégale, lorsque quelqu'un nous traite différemment sur la base de nationalité, alors que c'est interdit. Et donc là, il faut espérer aussi que le droit, il va évoluer. Donc, on a vu certaines évolutions, par exemple, par rapport au service civique. Oui, c'est ça, par rapport à la bourse sur les critères sociaux. Oui, il y a eu des évolutions. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et on attend aussi les évolutions concernant le droit du travail, parce que quand même, c'est un droit très important. Il y a beaucoup de restrictions particulièrement dedans. Voilà. Je voulais rajouter que, en étant étrangère en France, moi personnellement, toi aussi j'imagine, moi je me pose souvent la question avant d'entamer une quelconque démarche administrative, c'est est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux y accéder? Si oui, est-ce que c'est la même procédure? Sinon, pourquoi? Donc je donne un exemple, il y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, je veux avoir un permis. Est-ce que j'en ai le droit? Est-ce que, en étant étrangère en France, je peux passer mon permis en France? Alors, bonne question. Donc voilà, tout le temps dans ce questionnement de mes droits, en fait. Ah oui, pour toutes les questions, Toutes les questions, oui, logement, achat quand on veut être propriétaire de quelque chose alors qu'on est étranger, voilà, comment on fait? Beaucoup de questions sur ça, et parce que le statut étrangère en France, c'est un statut qui joue sur sur énormément de domaines de la vie, en fait.
ça touche tout, même, je dirais. Il n'y a pas un seul domaine qui n'est pas touché. Voilà. Ouais, je crois bien, ouais. Moi, je voulais aussi rajouter sur cette connaissance du droit, d'où est-ce qu'elle vient. Donc, c'est par quoi tu as commencé d'ailleurs. Déjà, tout d'abord, bien sûr, on a beaucoup travaillé cet épisode. Rapporter notamment les références de loi. C'est ça. Déjà pour ne pas apporter de fausses informations. Voilà, donc on a passé quand même des heures et des heures sur le site de Légifrance. On a fouillé aussi dans les décisions, dans les rapports du défenseur des droits et aussi dans les articles, le site internet du GISTI, Groupe Information Soutien aux travailleurs ou aux émigrés. Mais aussi, il faut dire, ce que tu disais aussi, Diana, cette connaissance du droit, elle vient parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement dans tous les domaines de notre vie. Et juste à force, on commence à les connaître, en fait, ces restrictions. Les articles du Code du travail qui restreignent l'accès à l'emploi, je les connais maintenant pratiquement par cœur parce que j'ai dû me renseigner pour mon employeur. Et en fait, cette demande d'autorisation, on l'a fait avec mon employeur, on remplissait la demande ensemble. Et aussi, là, c'est une petite anecdote. En fait, je suis allée voir une avocate récemment, pareil aussi sur les questions de l'emploi notamment. Et en fait, je relevais une erreur dans ce qu'elle disait. En fait, et, je l'ai corrigée. Enfin, voilà. C'est drôle, on peut dire, mais en fait, ça me fait pas trop rire en même temps parce que quand même, au bout d'un moment, je vais voir un professionnel c'était une avocate en droit des étrangers, donc c'est spécialisé. Hein. Je vais voir un professionnel parce que moi-même, je m'en sors pas quand même. Je sais très bien lire quand même les lois aussi de la part de mon travail un peu quand même, mon parcours scolaire universitaire. Mais je vais voir un avocat quand je suis pas sûre en fait pour avoir vraiment des informations précises. Mais lorsque là en fait j'ai pas les informations sûres. Maintenant je peux plus être sûre même des informations que me fournissent les avocats tellement le droit des étrangers est complexe et compliqué et est en évolution aussi. C'est ça. Voilà, et donc nous on a simplement besoin d'être renseignés sur les lois pour rester aussi en situation régulière, pour bénéficier de nos droits. C'est donc ça. Le droit discriminant, il fait complètement partie de notre vie. Il est bien présent dans nos vies et moi le fait qu'aujourd'hui je sais comment ça fonctionne, toutes les démarches à la préfecture, les titres de séjour, les récépissés, les circulaires pour les bourses, ça fait que c'est que mon expérience vécue de toute cette discrimination a fait qu'aujourd'hui j'ai ce bagage dans ma tête, des connaissances sur les procédures administratives qui je m'en sers énormément pour aider les gens qui en ont besoin et pour moi aussi, mais ces connaissances n'ont pas été acquises dans l'insouciance en fait. C'est que si aujourd'hui on est tellement doué dans tout ce qui est démarches administratives, c'est que on a dû vivre des moments très très compliqués où on a dû se renseigner partout pour pouvoir s'en sortir. Pour mieux comprendre la question des droits des étrangers en France, vous allez entendre la suite de notre entretien avec Daniel Lochac, professeur émérite de droit public à l'Université Paris-Nanterre, membre et ancienne présidente du GISTI, Groupe d'information et de soutien des émigrés. Nous lui avons posé la question sur la manière dont les politiques migratoires ont façonné le droit et comment les deux ont évolué au fil du temps. Je précise que cet entretien a été enregistré en septembre 2021. Bon, je vais partir de 1945. Juste quelques mots sur la période de la Troisième République. Disons que cette idée que la France est un pays d'immigration, on peut la faire remonter à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire les années 1880, la France est vraiment un pays d'immigration. Alors on lit ça souvent au fait d'un déficit démographique et également l'exode rural qui fait qu'il faut des étrangers pour venir remplacer ceux qui urbanisent, qui vont dans les usines. Et de
fait, mais à l'époque, ce sont surtout des Belges et des Italiens, donc c'est une immigration de proximité, disons. Et alors, la Première Guerre mondiale représente en fait une espèce de phase intermédiaire un peu particulière, puisque là, comme on n'a plus de main-d'œuvre, on va faire appel à des travailleurs coloniaux, mais qui vont ensuite repartir. Alors, après la Première Guerre mondiale, immigration massive pour remédier aux pertes de la guerre. Et donc, la France devient à peu près le premier pôle mondial d'immigration. Et donc, au début des années 30, on estime qu'il y a à peu près 3 millions d'étrangers, c'est-à-dire 7% de la population totale. Avec des Italiens toujours, mais aussi des Polonais qu'on fait venir exprès. Et puis, il y aura les Espagnols après la victoire de Franco. Et puis, il y a toute une immigration d'Europe de l'Est et également une immigration nord-africaine. Et puis, bien sûr, à la veille de la guerre, les réfugiés. Et évidemment, bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette entre-deux-guerres, il y a vraiment, je dirais, deux périodes. Une période dans laquelle il y a toujours plus d'immigration, et puis à partir des retombées de la crise de 29, qui se produit assez tard en France, vers 1932, l'immigration devient un problème. On commence à vouloir renvoyer les immigrés, et surtout, à la veille de la guerre, avec l'arrivée de Hitler au pouvoir. Là, bien sûr, la politique française, celle d'autres pays également, se crispe complètement, c'est-à-dire que là, ce ne sont plus tellement des raisons économiques qui font qu'on se méfie des étrangers, c'était quand même le cas dans les années 30, mais à la fin des années 30, c'est bien sûr la crainte des espions, la crainte des terroristes, la crainte des étrangers en général, et aussi, ça nous rappelle quelque chose, hélas, la crainte d'être envahi par les réfugiés. Et je veux dire, ce qui est quand même extraordinaire, quand on regarde l'attitude des pays européens, des pays occidentaux, par rapport aux réfugiés juifs, qui fuient le nazisme, ça ressemble quand même terriblement à ce qui se passe tard, et notamment en 2015, ou ce qui se passe aujourd'hui, quand on regarde l'attitude des pays européens par rapport aux Afghans. Plus les gens sont en danger, et plus on veut fermer les frontières, parce qu'on craint qu'il y en ait trop. Et ça, c'est quand même significatif. Alors, pour revenir quand même au sujet, on passe ensuite à 1945. Alors, 1945, c'est intéressant parce que c'est la première tentative organisée de l'État pour réguler l'immigration. L'entre-deux-guerres, ce sont finalement les entreprises qui faisaient venir les étrangers. L'État n'avait qu'un rôle de police, en gros, c'est-à-dire contrôler les titres de séjour, l'entrée, etc., s'occuper de ceux qui troublaient l'ordre public. Il n'en fallait pas beaucoup pour troubler l'ordre public. Je veux dire, tout syndicaliste un peu actif était considéré comme troublant l'ordre public. Mais disons que la partie économique était un peu laissée entre les mains des syndicats d'entrepreneurs et que l'aspect police, c'était l'État. Or, ce qui se passe en 45, c'est que on veut, dans un contexte où de toute façon, on est dans une perspective de dirigisme. C'est là qu'on crée le plan, la planification. C'est là qu'on nationalise les grandes entreprises. Donc, dans ce contexte, l'idée, c'est que l'État doit réguler l'immigration. Le réguler, mais en faisant venir des étrangers, mais en le contrôlant. Et c'est là que se met en place ce que j'ai décrit un petit peu tout à l'heure, à savoir qu'un étranger qui vient en France, en principe, il viendra pour travailler, c'est-à-dire qu'on veut surtout une immigration de travail, même si en fait, ce sera aussi une immigration démographique, une immigration de peuplement. Bon, en tout cas, on fait le pari d'une immigration de main-d'œuvre parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Mais on met en place un système extrêmement bureaucratique, c'est-à-dire que la personne qui veut venir travailler en France ou la personne qu'un employeur veut faire venir travailler en France, eh bien, va être soumis à un système très compliqué puisque il faudra d'abord prouver qu'il n'y a pas de main-d'œuvre disponible en France. Ensuite, donc, on établira le contrat de travail, il sera visé par les services de la main-d'œuvre et l'ONI, l'Office national d'immigration, fera venir la personne jusqu'en France. Sauf que ce système, il est tellement bureaucratique et tellement contraint qu'il va complètement voler en éclats. Et dès 1948, on assiste à ce qu'aujourd'hui on appellerait des régularisations. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y a pas de visa. Il faut se rappeler qu'on entre très facilement dans un pays. On a du mal à s'imaginer aujourd'hui. Mais il suffit d'avoir un passeport. Donc les gens viennent, ils s'emploient, ils trouvent un emploi très facilement. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, ils obtiennent un titre de séjour.
Et ça, c'est à peu près 80% des titres de séjour délivrés à la fin des années 60 qui sont en fait des régularisations dont vous savez à quel point aujourd'hui c'est un mot tabou. Et c'est là que, à partir de la fin des années 70, qu'il va y avoir de nouveau un resserrement. Parce que tout d'un coup, on commence à avoir peur de cette immigration trop nombreuse. Et à partir des années 70, on va progressivement s'installer dans un système où la maîtrise des flux migratoires devient la préoccupation majeure des pouvoirs publics. Et vous avez toute une série de signes qui le montrent. Et en 1974, vous avez donc la proclamation officielle de la suspension de l'immigration de main-d'œuvre. Et donc, à partir de là, vous avez, alors, je prends le cas de la France, toute une période où, d'un côté, vous avez l'alternance, puisque je vous ai parlé de la loi Bonnet de 1980, qui pour la première fois crée cette possibilité d'enfermement pour faciliter les expulsions. Mais 1981, c'est la gauche qui revient au pouvoir. Et puis, en 86, de nouveau la droite. Vous avez comme ça toute une situation d'alternance. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette alternance? Ces alternances, plutôt, je ne peux pas vous citer toutes les lois, mais il y en a un nombre incalculable. Eh bien, l'alternance fait que quand la gauche vient au pouvoir, on vote des textes un peu plus protecteurs. Quand la droite revient au pouvoir, elle revient en arrière et introduit plus de répression. Répression, par exemple, dans les mesures d'éloignement, moins de facilité pour obtenir les titres de séjour, parce que ce qu'a fait notamment la gauche dans les années 80, c'est faciliter l'obtention des titres de séjour et surtout créer une carte de résident de 10 ans, qui était un progrès phénoménal, mais qui a été progressivement restreint. Et donc, d'un côté, on voit les effets de l'alternance, mais les effets de l'alternance qui diminuent au fur et à mesure, c'est-à-dire que si je pouvais vous faire un dessin, je ferais une espèce de sinusoïde, c'est-à-dire qu'au début, les amplitudes sont très grandes entre quand la gauche est au pouvoir et quand la droite est au pouvoir, et puis petit à petit, les différences, elles deviennent de plus en plus insensibles. Et pourquoi? Parce que la droite, la gauche, elle aussi, en fait, va s'aligner sur cette idée de la maîtrise des flux migratoires. D'abord parce qu'elle pense que c'est important, et puis aussi parce qu'on assiste à une espèce de surenchère entre les partis politiques. C'est-à-dire que depuis à peu près 1983, la gauche est encore au pouvoir, 1983, c'est l'apparition du Front National sur le plan électoral. Il y a une élection à Dreux où le Front National obtient une victoire. Et là, la droite est tétanisée, donc ne va avoir de cesse que de s'aligner sur les positions les plus à droite, disons, et les plus féroces, et donc s'aligner en fait beaucoup sur les positions du Front National. Et la gauche, elle, dans une optique électoraliste, elle a toujours voulu montrer qu'elle n'était pas laxiste. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui reste du Parti Socialiste est un peu sur la même position. Il faut montrer qu'on n'est pas laxiste, donc il faut avoir un discours ferme, et donc progressivement, si vous voulez, on assiste à une évolution où finalement on va toujours vers plus de répression. Et ça, c'est très très significatif. Aujourd'hui, les textes sont extrêmement répressifs. Les droits pour obtenir un droit au séjour, ça devient de plus en plus difficile. Le droit au séjour qu'on acquiert est souvent un droit au séjour avec une carte d'1 an, il faut renouveler, etc. Et en plus, alors, avec toute une série d'obstacles, et puis, et là encore, je n'ai même pas parlé du droit d'asile. Mais ce que je voudrais aussi mentionner, avant de terminer ce petit passage, c'est bien sûr qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de politique migratoire sans parler de l'Europe, puisque là aussi, ça fait partie du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas seulement au niveau des pays, des États membres que les choses se passent, c'est bien sûr au niveau de l'Union européenne. Et là aussi, bien sûr, on constate que depuis que la politique d'immigration et d'asile, comme on dit, a été communautarisée, c'est-à-dire est devenue une compétence propre de l'Union européenne avec le traité d'Amsterdam, eh bien, toute la politique européenne tend à tenir, une politique de fermeture des frontières qui vise à tenir les migrants à distance avec toute une série de conséquences qui en découlent. Défendre les droits des étrangers, de quoi s'agit-il dans ce contexte? Notamment, vous êtes vous-même membre active du Justi et vous étiez présidente de cette association. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ces activités et peut-être éventuellement d'autres associations si
si vous voulez. Qu'est-ce que la défense des droits des étrangers veut dire pour vous? Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de rappeler la spécificité au départ du GISTI, qui s'est créé donc en 1972. Donc, vous voyez comme période, c'est une période où l'immigration recommence à devenir une préoccupation politique. Le GISTI se crée donc comme groupe d'information et de soutien au départ des travailleurs immigrés, c'est pour ça qu'il y a un T dans GISTI, et il se crée grâce à l'apport, si vous voulez, de quelques jeunes énarques, d'avocats, qui sont souvent des avocats qui ont défendu des gens pendant la guerre d'Algérie, et des travailleurs sociaux qui sont au contact des travailleurs immigrés. Et ce qui fait la spécificité du GISTI au départ, c'est qu'il veut défendre les étrangers sur le terrain du droit. Et ça, c'est pas évident à l'époque, parce que 72, ça vient très peu après 68, que en 1968, c'est en effet dans le contexte de l'effervescence de 1968 que la question des immigrés devient aussi une question militante. Ça devient une question de politique publique, mais aussi une question militante. Pourquoi? Parce qu'après tout, on est encore dans une problématique extrêmement marxisante, sinon marxiste, et que, après tout, les travailleurs immigrés sont les prolétaires, évidemment les plus exploités. Et c'est aussi paradoxal de dire qu'on défend les étrangers sur le terrain du droit à l'époque, puisque dans une perspective marxiste bien connue, le droit n'est jamais que l'instrument de la classe dominante pour opprimer un petit peu plus la classe dominée. Alors malgré ça, le GISTI pense qu'il y a une place pour défendre les étrangers, les travailleurs immigrés sur le terrain du droit. Pourquoi aussi travailleurs immigrés? Là encore, pour au moins 3 raisons. La première, c'est toujours cette vision marxiste du prolétariat. La deuxième, c'est que, de fait, il y a peut-être 2 raisons seulement. La deuxième, c'est que, de fait, la figure du travailleur immigré est quand même celle qui est dominante encore à l'époque. Que les raisons de venir en France, ce sont des raisons de travail, même si, en réalité, les familles souvent viennent avec, il y a déjà à l'époque du regroupement familial, même s'il n'est pas officialisé et qu'il n'a pas encore été proclamé comme un droit. Et donc, que va faire le GISTI au départ? Puisqu'il y a déjà d'autres associations, moins qu'aujourd'hui, qui s'intéressent aux droits des étrangers. Il y a notamment les ASTI, les associations de solidarité avec les travailleurs immigrés. La Ligue des droits de l'homme a de tout temps été extrêmement investie également dans la défense des étrangers. Ce qui va caractériser le GISTI, c'est donc de les défendre, je le dis, sur le terrain du droit. Et dans cette optique, elle va instaurer une permanence juridique, elle va faire des recours en justice contre des textes considérés comme contestables, jusque devant le Conseil d'État, et elle va faire des publications, avec l'idée, groupe d'information et de soutien des immigrés, qu'il faut aussi informer les étrangers de leurs droits. Mais, et c'est là que je vais en venir, on s'aperçoit très vite que défendre les étrangers sur le terrain du droit, ça veut dire évidemment obliger l'administration à respecter le droit, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, ça suffit moins que jamais d'obliger l'administration à respecter le droit, car ce droit lui-même, nous en contestons le contenu, nous en contestons la conformité avec les principes qui doivent guider les États en matière de respect des droits fondamentaux des migrants. Et par conséquent, il est évident que si l'on veut défendre les droits des étrangers, l'universalité des droits, il faut bien entendu quitter le terrain strictement juridique, éventuellement essayer d'obtenir une amélioration de la législation, mais améliorer la législation, la rendre plus conforme aux droits fondamentaux, ça veut dire bien sûr faire changer la politique elle-même, puisque la législation n'est jamais que l'expression et l'instrument d'une politique. Et donc, bien entendu, le GISTI s'intéresse autant à la politique qu'au droit. Quand je dis s'intéresse à la politique, entendons-nous, bien entendu, il n'est pas actif sur le terrain de la politique classique, mais il essaye, aujourd'hui avec d'autres bien sûr, de faire entendre sa voix, de faire entendre une voix dissidente par rapport au discours dominant. Et c'est dans cette perspective, d'ailleurs, qu'il a inscrit dans ses statuts en 1997 de lutter pour la liberté de circulation, dans le sens et dans l'optique que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire faire de la liberté de circulation le principe qui ne peut être restreint que dans des cas extrêmement limités. Et donc aujourd'hui, le GISTI continue à avoir un petit peu cette double caractéristique d'être, on a parlé parfois de militants experts. C'est-à-dire que c'est une association militante, mais aussi une association qui entretient sa compétence
son expertise, et c'est aussi, il faut bien le dire, cette expertise qui lui donne une certaine crédibilité. Bien sûr, il y en a qui continuent à nous traiter de doux rêveurs ou de dangereux rêveurs. Mais sinon, l'expertise que nous cultivons fait que on nous crédite en général du sérieux, si vous voulez, de nos analyses. Voilà. Alors, cela étant, nous sommes nous agissons bien sûr toujours avec d'autres associations. Là, par exemple, sur l'Afghanistan, nous avons déjà participé à plusieurs communiqués avec nos partenaires associatifs. Dès le 17 août, nous avons fait un texte pour demander que soient ouvertes des voies légales d'accès à la France pour la protection des Afghans. Là, nous avons fait un communiqué qui a paru hier pour dénoncer la position de la Cour nationale du droit d'asile, qui est donc la juridiction qui statue en appel en quelque sorte des décisions de l'OFPRA et qui, sur l'Afghanistan, a eu cette position assez étonnante, en fort du terme, de dire puisque la guerre est finie, les Afghans n'obtiendront plus ce qu'on appelle la protection subsidiaire. C'est-à-dire que nous continuerons à reconnaître la qualité de réfugiés à ceux qui peuvent faire état de crainte fondée de persécution, mais la protection subsidiaire, donc qui est moins protectrice, mais qui est quand même importante, qu'on accordait traditionnellement aux Afghans en raison des risques qu'ils couraient si on les renvoyait dans leur pays en raison de la situation de guerre, eh bien ça, puisqu'il n'y a plus de guerre, enfin, en plus il faut le dire vite qu'il n'y a plus de guerre, eh bien cette protection-là, nous ne la leur accorderons plus. Ça c'est quand même assez incroyable. Donc, continuons à faire des recours devant le Conseil d'État ou devant d'autres instances. Nous continuons à faire des publications. Nous avons depuis 1987 une revue qui s'appelle Plein Droit, plus une revue de réflexion et d'analyse, un peu moins juridique. Et puis, surtout, nous continuons à lutter avec les autres associations, avec les syndicats, les associations, pour essayer de faire entendre encore une fois un autre discours que le discours dominant, qui devient vraiment dramatiquement uniforme, que ce soit à gauche ou à droite. Il est quand même très rare d'entendre un discours qui se différencie, qui prend ses distances par rapport à cette idée que la France et l'Europe sont menacées par des flux migratoires importants et que l'identité nationale, l'identité de l'Europe sont en danger, etc. Et c'est hélas un discours qui prend beaucoup de place parce que, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, il y a une espèce de contamination, c'est-à-dire la droite s'alignant sur l'extrême droite, Macron ici, les macronistes s'alignant sur la droite, c'est évident, mais même la gauche n'étant pas toujours extrêmement courageuse dans ses positions et essayant de s'aligner sur l'opinion publique. Mais là encore, il y aurait beaucoup à dire sur l'opinion publique, car d'abord, à force de vouloir courir derrière l'opinion publique, je ne suis pas sûre que c'est ça qu'on attend de la classe politique, mais surtout, on constate que là, pour le coup, c'est un phénomène qui s'auto-entretient. C'est-à-dire qu'on a bien vu en 2015, au moment de la crise syrienne, comment, pendant quelques semaines, le discours de Angela Merkel, Wir schaffen es, nous réussirons, a fait que partout on a dit réfugiés bienvenus, c'est-à-dire que ce discours d'une femme politique a eu des effets positifs sur la façon dont l'opinion publique a abordé la question. Même notre président à l'époque a eu quelques mots un tout petit peu plus positifs que d'habitude, mais très vite, alors c'est vrai qu'elle a été complètement lâchée par tous les autres pays européens, ce qui explique que finalement, avec les conséquences qu'on a vues par la suite. Mais ça montre bien quand même que l'opinion publique n'existe pas en dehors du formatage d'un certain discours politique. D'accord. Merci beaucoup. Je crois là on a fait le tour de toutes les questions qu'on voulait vous poser et c'était très riche. Bon courage, hein. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne soirée. au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode consacré aux droits des étrangers. Mais on va continuer de parler de cette question dans d'autres épisodes. Mais on voudrait aussi vous entendre vous. Avez-vous rencontré des difficultés pour arriver en France, pour obtenir ou renouveler votre titre de séjour? Quelles restrictions des droits avez-vous rencontrées dans votre vie en France?
Mettez vos réponses en commentaire sur notre Instagram et notre Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes ou votre plateforme d'écoute préférée. Et n'oubliez pas, en tant que migrant, migrante, vous pouvez participer dans ce podcast. L'écriture de l'épisode, l'enregistrement et le montage sont réalisés par Anna, Ekat et Diana. La musique par Rodrigo Leveman. Les visuels par Iris Durand. Nous remercions Diana et Daniel Lechac pour leur participation dans l'épisode. On vous dit à bientôt dans l'épisode 3 qui sera entièrement consacré à Yankouba Badji, artiste peintre sénégalais, et son parcours entre la migration dite clandestine et la migration dite de talent.